What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, avez-vous déjà fait le compte des blockbusters à caractère horrifique produits jusqu'à présent par les studios hollywoodiens ? Si on reproche fréquemment aux majors de privilégier un cocktail action, aventure, humour, en évitant une tension dramatique trop forte qui pourrait perturber les pauvres petits spectateurs fragiles que nous sommes, les producteurs ne semblent guère plus audacieux en ce qui concerne l'horreur et l'épouvante, dès lors relégués aux productions à moyen et petit budget et privés ainsi d'une distribution et d'une couverture médiatique de l'envergure des blockbusters. Hi, Guillermo, how are you? Hi, Andy, very good. Good, good. Welcome. This guy greets everybody as they come in the door. That's obviously Boris Karloff. If you are a real Frankenstein geek, you know this is the first movie. You can tell it because he has the hollow on the right cheek, which as a kid you were wondering how did he do that with makeup. Yeah. And what happened is Boris removed his false teeth. Oh, he had false teeth. So he has, the whole right side was false teeth. Well, let's start in here. What is this room? This is horror. We have H.P. Lovecraft there. The famous horror author. And over there looking at H.P. Lovecraft is Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Yeah. En novembre 2022, Guillermo del Toro diffuse sur les réseaux sociaux un test de visualisation en CGI de son projet avorté d'adaptation des Montagnes hallucinées, le roman de H.P. Lovecraft, auquel le cinéaste mexicain s'était attelé 10 ans plus tôt. Monument du cosmic horror, les Montagnes hallucinées plongent dans les ruines de civilisations perdues et annoncent l'arrivée sur Terre de créatures chtoniennes, face auxquelles l'humain se sentira minuscule et vulnérable. La vidéo diffusée par Del Toro dure moins d'1 minute, mais nous donne un aperçu de la vision dantesque à laquelle fait face un membre de l'expédition en Antarctique. Les œuvres de Lovecraft sont réputées pour être les plus difficiles à adapter à l'écran, et la plupart des cinéastes, se reconnaissant dans cet héritage littéraire, préfèrent s'inspirer librement de son univers, en convoquer l'esprit et l'atmosphère, plutôt que d'affronter frontalement les visions grandioses et hallucinantes exigées par sa mythologie et sa cosmogonie. Au début des années 2010, Del Toro se sentait prêt à relever le défi et à mettre son sens aiguisé de la direction artistique au service d'une adaptation ambitieuse de l'écrivain américain. Il avait toutes les raisons de croire que le projet se concrétiserait, d'autant qu'il était assuré par James Cameron à la production et que Tom Cruise était sérieusement envisagé pour tenir le rôle principal. Malgré ses solides atouts, le projet ne verra pas le jour, à contrario de Pacific Rim, l'autre projet de blockbuster de Guillermo del Toro, reposant sur le concept geek d'un affrontement entre des kaiju et des Jaegers, davantage propice au succès commercial aux yeux des décideurs de la Warner. Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Ja, Dracula. There's a sinister, darker side to him. I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. On ne compte plus les productions à classer comme des séries B au regard de leur modeste budget, notamment celles estampillées Blumhouse Productions, comptant parmi ses récents succès Black Phone, Halloween Ends ou encore Megan. Des échelles de rentabilité définissant le marché actuel et laissant peu de perspectives pour des récits horrifiques tels que les Montagnes hallucinées, qui ne pourraient se contenter d'une dizaine ou d'une vingtaine de millions de dollars de budget. Il n'en a pas toujours été ainsi, puisqu'à leurs époques respectives, des projets comme The Thing de John Carpenter, dont nous parlerons plus longuement dans un prochain épisode, le Dracula de Francis Ford Coppola, Antis de Yann de Bont, Sleepy Hollow de Tim Burton ou encore Prometheus de Ridley Scott bénéficiaient d'un confort de production au service d'une horreur spectaculaire ou d'un macabre fastueux. Décors de Rick Heinrich, costumes d'Eiko Ishioka ou effets spéciaux de Rob Bottin, l'ambition était de proposer un cauchemar graphique au public, à l'opposé d'une épouvante suggestive, circonscrite à un pavillon de banlieue américain et de vagues apparitions spectrales. Hollywood a su également porter le genre du film de zombies et d'infectés au rang de blockbuster avec Je suis une légende, réalisé par Francis Lawrence en 2007, et World War Z, signé Mark Forster en 2013, mais en utilisant davantage la figure du zombie comme un moteur pour des séquences d'action et en jouant sur des angoisses portées par la science-fiction et les récits post-apocalyptiques, sans pour autant chercher les frayeurs promises par l'horreur et l'épouvante. It's the same worldwide.
Is anyone doing better than we are? We've lost the East Coast. Moscow is still dark. Life as we know it will come to an end in 90 days. It's on us to change that. I can't leave my family. Don't pretend your family is exempt. When we talk about the end of humanity. Hormis les quelques exemples que j'ai cités à l'instant, l'horreur semble en règle générale avoir le droit de citer dans les blockbusters du moment qu'elle surgit par touches épisodiques dans leur récit, sans dénaturer pour autant le genre principal dans lequel ils s'inscrivent. Par exemple, Steven Spielberg n'hésite pas à ouvrir Jurassic Park par une séquence choc où un employé du parc est violemment agressé par un raptor. Si les spectateurs n'ont pas encore distingué clairement le prédateur, ils gardent en mémoire les frissons de cette scène d'ouverture et l'information selon laquelle les dinosaures représentent une menace, bien qu'une partie majeure du récit à venir participe plutôt de l'émerveillement et du souffle haletant du film d'aventure. Avec à son crédit le chef-d'œuvre gothique L'Orphelinat et le pilote de la non moins gothique série Penny Dreadful, Juan Antonio Bayona s'autorisera lui-même, 25 ans après Spielberg, à faire frissonner le public de Jurassic World Fallen Kingdom en filmant un dinosaure hybride avancer à pas de loup dans les couloirs d'un manoir et s'approcher du lit d'une petite fille à la façon d'un vampire magnifié par une atmosphère gothique. There is an ancient legend of a place known as the City of the Dead. We call it the doorway to hell. Where the earliest pharaohs were said to have hidden the wealth of Egypt. Are we going into battle? There's something out there. Something underneath that sand. They came to uncover its secrets. Mummies, my good son. This is where they made the mummies. They sought to unlock its treasure. And then there was light. Oh boy. What they did. Oh my God. It does exist. I think this may be the Book of the Dead. Was unleash a force unlike any the world has ever known. Outre la saga Jurassic Park, Universal Studios a su teinter d'épouvante d'autres blockbusters d'aventure en les confiant à Stephen Sommers, enfant terrible de la pop culture, aussi bien capable de travailler la figure de Huckleberry Finn que celle de G.I. Joe. Si La Momie, version 1999, s'enfonce avec délice dans les ténèbres des temples égyptiens infestés de scorpions et de morts-vivants irascibles, c'est parce que Sommers est missionné pour perpétuer l'héritage des films Universal Monsters, ces classiques de l'horreur qui firent la fortune du studio californien dans l'entre-deux-guerres. Sans être un remake du film de 1932 réalisé par Karl Freund, La Momie de Stephen Sommers porte son titre comme un gage de qualité, s'adressant aux amateurs de cinéma de genre, tout en proposant à un plus large public un film d'aventure ludique et rythmé, lorgnant du côté d'Indiana Jones. Satisfait du succès mondial de La Momie, Universal confiera 5 ans plus tard à Sommers les rênes d'un autre projet d'envergure, Van Helsing, où l'homme de science némésis de Dracula dans le roman de Bram Stoker prend cette fois la carrure d'un héros d'action badass sous les traits du vigoureux Hugh Jackman. Dans la lignée de Blade, Solomon Kane ou Selene, l'héroïne de la saga Underworld, Van Helsing est un héros ultra looké et équipé d'un arsenal de gadgets pour chasser les créatures démoniaques dans un univers victorien voisin de l'Égypte pop hollywoodienne de La Momie, dans ce qu'on peut percevoir comme un vaste parc d'attractions sur grand écran, symptomatique d'une époque où le cinéma d'action à tendance fantastique cherchait à se régénérer en mutant vers le jeu vidéo et le comics. Van Helsing veut trop en faire pour paraître super cool giga swag auprès des jeunes et passer sa scène d'ouverture en noir et blanc, hommage au Frankenstein de James Whale, il finit par tourner au grotesque la mythologie Universal Monsters. His name is Van Helsing. Some say you're a holy man. Others say you're a murderer. Which is it? It's a bit of both. He has come to a forbidden land to battle enemies that are legend. Oh my God. L'échec au box-office de Van Helsing ouvre une période qui perdure encore aujourd'hui dans laquelle Universal peine à trouver la recette pour prolonger l'héritage de ces Universal Monsters. En 2010, le studio sort le carnet de chèques pour produire un remake fastueux du Loup-garou de George Wagner, et malgré les noms de Benicio del Toro, Anthony Hopkins et Emily Blunt en haut de l'affiche, ce Wolfman signé Joe Johnston passe quasiment inaperçu. Plutôt que de se risquer à un autre remake direct d'un classique, Universal essaie alors de traiter un autre mythe horrifique sous un angle inédit avec Dracula Untold, réalisé en 2014 par Gary Shore, qui, comme son titre l'indique, nous raconte ce que les autres films sur l'aristocrate vampire éludent la plupart du temps. Cette origin story, située au XVe siècle, avec un prince Vlad en chef de guerre, devait initier une nouvelle génération de films Universal Monsters, partant du même concept d'histoire inconnue derrière la légende. Mais finalement, la Major change de cap et confie au scénariste Alex Kurzman la charge de bâtir un univers étendu autour des fameux monstres, avec des films interconnectés par une arche narrative globale, à la façon du MCU, du DCU ou du Monsterverse de Warner.
Pour lancer ce Dark Universe, Kurtzman réalise lui-même cette nouvelle itération de la momie avec l'indestructible Tom Cruise en tête d'affiche pour assurer au public qu'il aura affaire à un concentré de suspense et d'action. Dans cette logique de taylorisation des récits et des mythes, la momie apparaît au final comme un blockbuster oubliable parmi tant d'autres, tant pressé d'encapsuler sa formule industrielle qu'il en néglige les frissons et le charme particulier des Universal Monsters. On ne regrette pas que le Dark Universe n'ait pas connu de suite après ce premier opus et que ce projet commercial dénué de saveur et d'âme soit aujourd'hui définitivement abandonné. Welcome to a new world of gods and monsters. I saw her. She is real. Please meet Princess Amenet. She will claim what she has been denied. Il arrive que les majors recrutent parmi les réalisateurs qui se sont fait remarquer grâce à leurs films d'horreur. Sam Raimi, Peter Jackson, Chuck Russell, James Wan ou encore Andrés Muschietti ont ainsi eu accès à la catégorie des blockbusters à condition de changer de genre cinématographique et de relation au public. Ainsi, Scott Derrickson, réalisateur de Hellraiser Inferno et Sinister, se retrouve aux commandes d'un film du MCU en 2016 avec Doctor Strange, et quand il promet au public que Doctor Strange 2 sera un véritable film d'horreur, Disney calme ses ardeurs et le remplace par Sam Raimi. On aurait pu gagner au change, me direz-vous, puisque Raimi est un génie qui a aussi bien œuvré dans l'horreur avec Evil Dead que dans le film de super-héros avec Spider-Man. Mais l'univers et le style du cinéaste se retrouvent démantelés et reconfigurés pour convenir au cahier des charges du MCU, et au lieu d'apparaître comme une source d'angoisse, ces fameux cadavéreux en sont réduits à un rôle de référence de la pop culture, supposé divertir à court terme le public, parmi la kyrielle d'autres friandises jaillissant du multiverse, comme d'une pochette surprise. À l'évidence, les studios rechignent à consacrer des budgets à 9 chiffres et des projets dont les images horrifiques, ou plus généralement l'ambiance inquiétante, risqueraient de passer au crible de l'instance de classification et de priver le blockbuster du statut de divertissement familial, statut dont pouvait se targuer le Manoir hanté, adaptation d'une attraction des parcs Disney à l'épouvante Bon Enfant, faisant partie de la liste des échecs commerciaux de l'été 2023. Avec cette logique commerciale sans prise de risque, les Universal Monsters ont peu de chances de sortir de leur période de jachère, et une nouvelle génération de monstres n'a guère plus de chances de se frayer un passage entre un Star Wars et un Fast and Furious. When my son and I moved in here, it wasn't as warm as we hoped. Hey, I'm gonna light a vanilla candle, and it's gonna be a game changer. Will it though? And after midnight, the house comes alive. This place is haunted! We need your help. It's time to assemble the dream team. We find someone who can communicate with these ghosts. People used to eat here. I told you she's good. Oh, it's a dining room. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!